Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Europe, une émission enregistrée au Parlement européen à Bruxelles. Notre invitée pour cette émission est Stéphanie Van Heuve, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France en charge des affaires européennes. Ensemble, nous évoquerons son rôle et le lien qui peut exister entre la région Île-de-France et le continent européen. Nous vous présenterons aussi durant cette émission, comme d'habitude, un père fondateur de l'Union européenne. Il sera question également de transport en commun. Nous verrons si nos voisins sont mieux lotis en termes de prix ou de qualité des transports. Stéphanie Van Heuve, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France en charge des affaires européennes depuis les élections de 2015, les élections régionales. Vous êtes également secrétaire national des Républicains, adjointe au maire à Pontoise dans le Val d'Oise et donc vous êtes présente à tous les échelons territoriaux de la politique communale, régionale, nationale et même européenne avec votre titre à la région. C'est un avantage pour vous de pouvoir agir à tous les échelons ou alors ça complique un peu la tâche et de se retrouver? Alors, je dirais pas que ça la complique parce que évidemment les agendas sont un peu chargés, oui. Mais en revanche ça simplifie les choses en termes de conduite de projet parce que la difficulté qu'on a notamment en France c'est ce fameux millefeuille territorial et c'est bien de pouvoir de savoir comment ça fonctionne à chaque échelon, d'avoir des relais à chaque échelon et jusqu'à présent ce qui manquait beaucoup y compris à l'échelon de la région Île-de-France qui est pourtant une grosse région, c'était cet ancrage européen, cette capacité à décoder, à déchiffrer et puis à actionner les leviers européens. Et c'est la raison pour laquelle Valérie Pécresse a souhaité qu'une vice-présidence, donc en l'occurrence moi, soit dédiée à cette mission. Alors je suppose qu'avec votre titre à la région Île-de-France, l'histoire de l'Europe est un sujet qui vous intéresse et notamment les pères fondateurs. Chaque mois, TV78 vous fait découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Ce mois-ci, Alcide de Gasperi, d'abord autrichien puis italien. Alcide de Gasperi a une particularité, c'est un homme des frontières. Il fut président du Conseil italien et ministre des Affaires étrangères. Il a joué aussi un rôle de médiateur entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Les détails de son parcours avec Philippe Le Guen, directeur de l'association Jean Monnet, basée dans les Yvelines. Alcide de Gasperi est intéressant parce que c'est un homme des frontières aussi, puisque quand il est né dans cette partie qu'on appelle le Trentin, le nord de l'Italie, le sud de l'Autriche, cette partie-là était une possession de l'Autriche-Hongrie. Donc il a été d'abord autrichien, il a été un homme politique autrichien, député à Vienne, au Parlement de Vienne, et puis ensuite, après la Première Guerre mondiale, l'Autriche, dans les dommages de guerre, a perdu ses possessions en Italie du Nord, qui a été rattachée à l'Italie, donc il est ensuite devenu un député, et très tôt il s'est vraiment dressé contre le fascisme de Mussolini. Après la guerre, il a pu donc, à travers le parti catholique italien, créer ce qu'on a appelé la démocratie chrétienne, en Italie, et ça l'a amené jusqu'à être président du Conseil italien, donc l'équivalent pour nous du chef de l'État en Italie. Et à ce moment-là, ça a coïncidé avec le projet de première communauté du charbon et de l'acier de Robert Schuman, et soutenu par Adenauer. Et il a tout de suite adhéré à ce projet-là en voulant ancrer l'Italie dans cet espace européen. D'une part parce que l'Italie évidemment avait été du mauvais côté pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi parce qu'il a vu ça comme une opportunité aussi pour moderniser le pays et surtout relancer son économie. Il a su aussi expliquer que ce projet-là était bénéfique au pays. En effet, le pays était meurtri, le pays était divisé politiquement. Vous savez qu'en Italie, l'Union italienne, c'est quelque chose quand même d'assez récent. Donc, De Gasperi est généralement considéré comme quelqu'un de rassembleur et qui a su mettre le pays, après la guerre, sortir le pays de l'ornière. Et il est d'ailleurs aujourd'hui incontestablement reconnu, que ce soit à gauche ou à droite de l'échiquier politique italien.
L'avenir ne se construit pas grâce à la force, mais grâce à la patiente application de la méthode démocratique, à l'esprit constructif des accords et au respect de la liberté. Stéphanie Van Heuve, vous êtes vous aussi, si je puis dire, un petit peu historique à la région Île-de-France, puisque vous en êtes membre du Conseil régional depuis 2004 et donc depuis 2 ans, vice-présidente en charge des affaires européennes. Ça montre du coup que la région, vous le disiez, s'intéresse au sujet européen, mais pourquoi alors concrètement? Quel est l'intérêt pour la région Île-de-France d'avoir une vice-présidente en charge des affaires européennes? C'est de récupérer des fonds ici à Bruxelles principalement? Alors pas que. Oui, bien sûr, mais pas que. Pour être une région extraordinairement performante, il faut être en capacité de travailler à plusieurs. Il faut être en capacité d'être entendu à Bruxelles auprès de la Commission ou de l'Union européenne, d'abord pour faire entendre les difficultés que nous ressentons sur notre territoire, pour éventuellement être aidés, pour faire en sorte que des décisions, des réglementations, des législations ne soient pas prises alors qu'elles ne sont pas conformes à nos besoins ou aux intérêts des acteurs franciliens. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est d'entretenir et de valoriser cette culture européenne, parce qu'on est profondément européen et on souhaite que cette culture européenne infuse et diffuse encore plus largement sur le territoire et pas simplement dans ce que j'appelle le club des Eurobéas qui sont des convaincus. Moi, je veux vraiment qu'on ait une dimension clairement affichée en matière européenne. Et puis le troisième élément, vous l'avez dit vous-même, c'est quand même un peu les sous. Oui, puisqu'il y a des fonds européens, on va en parler. Sonnant et trébuchant, donc c'est évidemment, sinon le nerf de la guerre, en tout cas important. Et là-dessus, nous avons les fonds européens qui sont gérés en direct par la région, et on va probablement en dire un mot, oui, qui nous sont confiés par la Commission européenne en direct. Mais il y a également d'autres programmes de financement où là, clairement, on souhaite positionner la région comme une aide, comme une plateforme qui permet de solliciter des financements qu'une association, une collectivité ou même une entreprise ne pourrait pas solliciter toute seule. Alors, juste une réaction. Vous parliez de politiques européennes qui ne doivent pas aller, on va dire, contre les franciliens. Est-ce que ça veut dire que la région Île-de-France a les moyens de peser sur la politique de l'Union européenne, concrètement? Toute seule, non. Mais en revanche, en organisant des coopérations avec d'autres régions qui ressemblent à la région Île-de-France, je pense par exemple, je voyais ce matin nos homologues de la région de Milan. Nous avons dans quelques jours... Vous avez un partenariat spécial aussi avec la Catalogne. On est en train de... Voilà, alors avec la Catalogne, c'est déjà réalisé. On est en train de faire la même chose avec la région de Milan. Je reçois, et Valérie Pécresse reçoit prochainement mon homologue de la Bavière, pour précisément peser à plusieurs sur un certain nombre de sujets qui nous sont communs, à savoir s'agissant de la politique d'aménagement du territoire. On est considéré depuis Bruxelles, ces 3 régions-là, comme des régions riches et que donc on n'aurait pas besoin d'argent européen en la matière. Et nous pensons que c'est une grave erreur pour une raison simple, c'est qu'il y a des disparités territoriales très fortes. Ouais. Exactement, et que c'est pas parce que la région Île-de-France en général est plutôt une région riche qu'il n'y a pas des poches de difficultés particulières. C'est ces messages-là qu'il faut qu'on porte ensemble pour que la future politique nous soit adaptée. Et vous disposez aussi d'une permanence ici qu'on appelle à Bruxelles Île-de-France Europe. Ça permet de rencontrer plus facilement les décideurs, les eurodéputés. Et puis c'est le principe de base, loin des yeux, loin du cœur. Donc même si Paris n'est qu'à 1h20 de Thalys, de Bruxelles, malgré tout on n'y est pas. Donc c'est des modes de fonctionnement, des cultures, des habitudes de travail qu'il faut qu'on entretienne. C'est la raison pour laquelle on a un bureau qui est très performant, pas très nombreux, 6 personnes, mais qui est performant, réparti par thématique et dont l'objet est de faire le relais, bien sûr, de la région en tant que conseil régional, mais pas seulement. C'est tous les acteurs franciliens peuvent s'adresser à notre bureau à Bruxelles pour poser des questions. Locaux. Exactement, ça peut être des collectivités, des élus, des administrations, des associations, des entreprises, PME. Des journalistes aussi. Des journalistes, absolument. Donc on est là pour faire le relais. Ça ne veut pas dire que parce qu'on intervient, ça marche à tous les coups, mais en tout cas, on peut parvenir à ouvrir davantage de portes et à construire peut-être un projet plus d'envergure que si on y allait tout seul. Alors vous le disiez, Bruxelles consacre un budget important pour aider les régions à réduire les inégalités, les problèmes structurels dans de nombreux domaines, social, environnemental, emploi, transport. C'est ce qu'on appelle du coup les fameux fonds européens. En tout, entre 2014 et 2020, pour toutes les régions de l'Europe, c'est 960 milliards d'euros qui sont
sont consacrés. Combien pour la région Île-de-France? Vous le disiez, une région riche. Est-ce que du coup vous avez le droit à votre part à vous aussi? Région riche, mais alors tout ça, forcément on rentre un peu dans la bataille, dans la bataille de chiffres. Nous on estime que c'est pas beaucoup, mais on pourrait estimer que c'est beaucoup. En fait, sur 6 ans, nous avons une enveloppe de 540 millions d'euros. 540 millions d'euros, c'est beaucoup et peu à la fois, parce que c'est quand même une région de 12 millions d'habitants. D'autres régions françaises, par exemple, ont un peu plus d'1 milliard d'euros, voire 2. Donc on voit un peu le delta. Mais charge à nous, au-delà de cette enveloppe, charge à nous justement qu'elle soit bien dépensée, intelligemment dépensée, de la manière la plus pragmatique et simple possible. Et quand je dis ça, ça peut paraître évident, sauf que un des sujets avec les financements européens, c'est que c'est complexe. Et donc nous, notre boulot à la région, pour les principaux intéressés, c'est complexe pour les acteurs, pour ceux qui en bénéficient. Je dis souvent que le problème des financements européens, c'est que quand on veut s'attaquer à un financement européen ou en bénéficier, on a l'impression d'aller gravir l'Everest avec des tongs. Et nous, on est là pour faire en sorte de simplifier un maximum les choses. Alors 540 millions d'euros pour la région Île-de-France, mais alors destinés à qui et pourquoi faire concrètement? Alors, qui peut avoir accès à ces 540 millions d'euros? Beaucoup de gens. C'est tout le tissu associatif. Le petit agriculteur yvelinois, par exemple. Oui, absolument. Peut y avoir accès. C'est le tissu associatif. Ce sont les collectivités territoriales, quelle que soit leur taille. C'est également tout le tissu de TPE, PME, d'artisans qui ont accès. Donc ça, c'est pour les cibles. Après, c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué, c'est que, vous l'avez rappelé, toutes les thématiques ne sont pas éligibles au fonds européen. Et on a, on va dire, une dizaine d'axes assez précis. Il y a aussi des programmes différents, voilà. FEDER, FSE, tout ça c'est très technique, très compliqué. C'est assez technique, on ne va pas rentrer dedans, on a des services qui sont là pour l'expliquer. Mais vous, la région Île-de-France, c'est pour quel domaine du coup concrètement? Alors donc, je vous dis, il y a une dizaine d'axes. Les 2 axes principaux qu'on retrouve assez régulièrement, c'est tout ce qui tourne autour de la transition énergétique, toute la réhabilitation énergétique des bâtiments, tout ce qui tourne autour de l'innovation, de la recherche et du développement, également la lutte contre les inégalités sociales. Petite mairie de 1500 habitants qui souhaite refaire la rénovation énergétique de ses écoles ou de ses bâtiments publics. Potentiellement, elle est éligible. J'allais vous demander justement un exemple concret de projets qui ont été financés, par exemple dans les Yvelines. Moi j'en ai un parc d'éco-construction à Carrières-sous-Poissy, avec une participation des fonds européens à 1 400 000 €, soit 50% du montant. C'est-à-dire que l'Europe a financé 50% de ce parc d'éco-construction. Absolument. Et donc, on voit qu'il y a des sommes importantes qui peuvent être apportées. Après, c'est vrai que c'est une instruction, des dossiers qui sont relativement lourds à monter. Mais parce qu'on veut que ce soit efficace et qu'on veut que l'argent européen arrive dans les territoires et qu'on puisse démontrer à travers eux que l'Europe, elle est concrète, elle est proche des gens, elle finance des choses très précises. Il y a ça aussi, cette méfiance. Exactement. On a peut-être l'impression que l'Europe est loin des territoires, mais c'est pas forcément. Elle est loin, c'est compliqué, c'est pas adapté. Et donc nous, on est là, on a mis une équipe totalement en place pour faciliter les choses, c'est-à-dire que vous êtes une association, une collectivité, une entreprise qui souhaitait monter un projet européen, eh bien on vous met un interlocuteur à votre disposition. Ouais, vous aidez à monter le dossier. Avec qui va vous suivre du début jusqu'à la fin. Le début peut s'arrêter très vite, c'est-à-dire qu'on vous dira tout de suite si vous êtes dans les clous ou pas. Ça sert à rien d'essayer de faire croire. Vous disiez 10 axes, hein, tout n'est pas éligible. Voilà, il y a une dizaine d'axes. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme avec les contrats d'assurance, vous savez, il y a... Se renseigner sur Internet. Voilà, tout est sur Internet, mais ensuite, vous avez un référent qui vous prend par la main. Il y a même des ateliers d'écriture qu'on organise pour aider les différents acteurs à monter leur dossier. Et nous avons même une équipe de développeuses, parce que ce ne sont que des femmes, mais réparties sur les différentes thématiques, qui ont vocation à aller dans les départements, à la rencontre des uns et des autres, même sur demande, pour aller expliquer ce qui existe, le champ du possible, le champ de l'impossible, mais en tout cas faciliter cet accès. Et vous-même, la région, vous pouvez pousser des dossiers, proposer, ou alors ce sont que des personnes qui peuvent venir vous voir et des associations, des collectivités qui doivent se proposer? Alors les deux, mon capitaine. Très concrètement, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est la région qui lance des appels à projets.
qui lance des appels à projets avec un cahier des charges en disant voilà, ce mois-ci, c'est telle thématique qui est lancée, on lance un appel à projet et charge ensuite aux personnes intéressées, donc je vous dis associations, collectivités ou entreprises qui sont intéressées, de répondre à l'appel à projet et ensuite nous, on revient vers elles pour instruire le dossier. 540 millions d'euros, il y a autant d'habitants d'ailleurs dans l'Union européenne. Sur 2014-2020, combien de crédits utilisés aujourd'hui actuellement? Alors aujourd'hui, on est à peu près 40% de la programmation de ces enveloppes. Il y a eu un effort de rattrapage très important puisque quand on est arrivé en décembre 2015, on était seulement à 0,35% de programmation. Donc ce qui était un petit peu inquiétant parce qu'il y a un système avec les fonds européens qui est que au bout de 2 ou 3 ans, si vous n'avez pas consommé un pourcentage minimum de votre enveloppe, eh bien il y a ce qu'on appelle le dégagement d'office. Donc ces sommes, eh bien, on vous les retire. D'accord. Donc on ne va pas dire que certes on est une région riche, mais on a besoin d'argent comme tout le monde. Et les projets ont besoin d'être financés. Et donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité vraiment se donner les moyens de faciliter et d'accélérer un maximum les choses. Alors c'est loin, mais 2021, ça sera la nouvelle période, on va dire, pour avoir ces fonds-là. Vous pouvez en avoir plus? Comment sont calculés? Alors on fait tout pour. On fait tout pour. J'ai différents rendez-vous, notamment quand je vais à Bruxelles, justement pour essayer de peser sur la future politique de cohésion, qui est celle donc, qui traite des fonds structurels européens, pour leur dire que des régions comme la région Île-de-France en ont besoin d'abord, parce qu'il n'est pas exclu que en fait, ici, la tendance à Bruxelles, c'est de se dire que la région Île-de-France n'a pas besoin des fonds. Ils ont tendance à dire que c'est une politique d'aménagement du territoire qui est plutôt faite pour les régions qui sont un peu décrochées ou qui ont besoin d'un effort particulier pour faire un rattrapage en termes d'investissement ou de fonctionnement, et que la région Île-de-France est une région développée, donc on aurait éventuellement besoin de moins que d'autres. Donc nous, on dit qu'on est comme les autres, on a des gros besoins compte tenu de nos poches territoriales. Et puis, on est force de proposition, parce que c'est pas une seule chose de dire on veut garder les sous, c'est aussi de dire d'être apporteur de solutions en termes de simplification des choses. Donc je viens de proposer une proposition de labellisation des régions qui aura fait la démonstration qu'elles savent bien les gérer, donc il y aurait des contrôles allégés par exemple. Donc on est vraiment en train d'amorcer un processus de réflexion et d'apport de solutions pour le post-2020 et faire en sorte que la région Île-de-France bénéficie un maximum des financements européens. On sait que globalement aujourd'hui le sentiment anti-européen prédomine sur le vieux continent. Est-ce que la région Île-de-France, elle, dit merci à l'Europe aujourd'hui? Oui, est-ce qu'il y a un vrai lien d'affection entre région Île-de-France et Union européenne? Lien d'affection, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on y travaille. C'est justement pour ça qu'on ambitionne vraiment d'avoir ce lien régulier et récurrent. C'est pour ça que je suis au moins une fois par mois à Bruxelles sur une journée complète, justement pour voir les différents interlocuteurs, pour qu'ils comprennent nos difficultés, que je comprenne les leurs aussi, parce que ça ne va pas que dans un sens. Mais après, ce que je dis souvent à mes interlocuteurs à la Commission, c'est de dire « aidez-nous à vous aider ». Parce que le sentiment anti-européen, il est surtout le sentiment anti-commission européenne, anti-technocratie européenne. Et je leur dis, si vous nous aidez à être efficaces en simplifiant un peu les règlements, on sera d'autant plus efficace sur le terrain et on sera d'autant plus, à travers notre action, en capacité de démontrer que l'Europe, elle est concrète, qu'elle est auprès des gens et qu'elle est utile. Et c'est seulement par ça qu'on recréera un sentiment et une envie européenne. Alors non, sans un clin d'œil, je voulais terminer là-dessus sur l'actualité européenne. La région francilienne a signé récemment, il y a quelques mois, un accord de coopération, on en parlait déjà, avec la Catalogne. Concrètement, quel est l'objectif de cet accord? En quoi ça consiste, un accord avec la Catalogne? Alors, c'est un accord de coopération essentiellement économique, où en fait nous avons identifié quelques thématiques, pas 36 000, parce qu'on veut être très, très opérationnel et pas se diluer. L'industrie du jeu vidéo. Il y a l'industrie du jeu vidéo. Donc on a identifié un certain nombre de thématiques en lien avec nos pôles de compétitivité où on leur a dit voilà, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez travailler avec l'Espagne et en l'occurrence avec la Catalogne. Ils sont ressortis plusieurs thématiques, dont l'industrie du jeu vidéo, dont l'industrie du biomédical par exemple. Et alors comment ça se passe? C'est que notre pôle de compétitivité francilien se met à travers nous en contact avec un pôle de compétitivité catalan. Et il crée un cluster
francilio-catalan, catalino-francilien. De mutualiser les moyens, les compétences. Qui mutualisent les moyens, qui échangent les process, qui échangent les bonnes pratiques et surtout, plus important encore, qui vont monter des projets en commun qui sont plus puissants, à l'échelle européenne. Et qui seront beaucoup plus puissants et qui pourront de manière beaucoup plus facile obtenir en plus des fonds européens supplémentaires. Une question aussi maintenant sur l'actualité nationale, puisque Emmanuel Macron se montre très offensif en ce moment sur le sujet européen. Il y a eu le discours à Athènes, le discours à la Sorbonne. Il veut relancer la construction du vieux continent. Il esquisse aussi une Europe à plusieurs vitesses qui permettrait d'aller peut-être plus loin, mais moins nombreux. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous Ça va clairement dans le bon sens d'avoir un président de la République qui se saisisse à ce point et de manière positive du sujet européen. Je ne peux que m'en féliciter. On a vu le discours qu'il a prononcé. D'abord, était un discours ambitieux et avec du souffle. Mais plus important encore, parce que ça, en politique, on sait faire, donner de l'emphase, on sait faire. Ce qui m'a plus particulièrement intéressée, c'est de voir qu'il prenait un certain nombre de thématiques très précises et qu'il y mettait une méthode. Et ça, c'est quelque chose qui, à mes yeux, est extrêmement important. Précisément je pense, par exemple, quand systématiquement, il prenait des exemples français en disant, voilà, on engage ces réformes-là en France et on souhaite qu'elles soient engagées en Europe. Jusqu'à présent, on avait plutôt tendance à faire l'inverse. On demandait à l'Europe de faire des efforts que nous-mêmes, en France, nous n'étions pas capables de faire. On peut penser au déficit public, par exemple. Par exemple. Et donc, cette approche-là me semble être une approche, certes ambitieuse, mais crédible. Et je pense qu'un certain nombre de collectivités territoriales, dont la région Île-de-France, ont à cœur d'être précisément des acteurs de cette nouvelle ambition européenne. On en vient maintenant à notre rubrique et chez nos voisins, ça se passe comment? Aujourd'hui, zoom sur un sujet qui va forcément intéresser les franciliens, les transports en commun. Retard et problèmes récurrents, prix trop élevés. Globalement, les franciliens ne sont pas tendres avec leurs transports en commun. Mais alors, est-ce justifié? Combien coûtent-ils ailleurs en Europe? Sont-ils plus fiables et plus confortables? Les réponses d'Olivier Janouex, responsable du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. C'est là où j'appuie. La plupart du temps, les capitales européennes maintiennent un système de zones comme on avait avant en Île-de-France avec zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, avec à chaque fois un système de tarification qui s'adapte en fonction de la zone sur laquelle vous allez. Si on prend quelques exemples, par exemple à Londres, où on a différentes zones, la moins chère, si on prend l'abonnement le moins cher, on part de 94 livres, ce qui donne à peu près 107 € par mois, jusqu'à à peu près 392 livres 50 pour l'abonnement le plus cher, ce qui donne à peu près 448 €. On a d'autres capitales qui ont aussi imposé un tarif unique. Par exemple, c'est le cas notamment en Suède à Stockholm, où l'abonnement est à 86 € par mois. La densité de transport en commun dépend surtout de l'aménagement de la capitale. Si on prend la capitale d'Allemagne, Berlin, on a un assez bon réseau de transport en commun, notamment avec tout ce qui est la U-Bahn et la S-Bahn, donc l'équivalent du métro et du RER, sachant qu'en plus il y a tout un tas de lignes de bus qui circulent dans toute la ville, avec aussi l'équivalent, on va dire chez eux, de notre Transilien qui mène dans les différentes villes aux alentours, par exemple Potsdam. Si on prend le cas de Stockholm, on a une ville qui est beaucoup plus fluviale parce qu'on a davantage d'eau qui est présente, donc on n'a que 3 lignes de métro. Ça paraît peu par rapport à chez nous, mais qui est compensé par plus de RER, de leur équivalent de RER, et avec aussi, par exemple, une grosse nouveauté, c'est des transports fluviaux. Alors, il est toujours très difficile d'évaluer le rapport qualité-prix parce que tout dépend de ce qu'on fait rentrer dans la qualité. Par exemple, si on prend les transports en commun en Espagne, ils sont davantage climatisés, ce qui est un bon point par rapport à la température du pays. Si on prend les transports en commun à Berlin, on a des stations qui sont parfois assez vétustes, notamment quand elles sont dans le centre-ville. Par contre, on a une excellente... les personnes handicapées n'ont absolument aucun problème pour pouvoir rentrer dans les transports en commun parce que justement tout est mis à niveau afin de faciliter leur utilisation des transports en commun. Si on prend le cas de Londres, on a quand même un réseau leur équivalent du métro, il fait plus de 400 km, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc afin d'améliorer la qualité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un très gros effort sur l'information en temps réel. Et donc à chaque fois qu'il y a un souci, on est tout de suite prévenu, que ça soit par les haut-parleurs ou par les différentes applications mobiles.
Stéphanie Van Heuve, une rapide réaction sur le volet prix, c'est ce qui intéresse souvent les gens. On se rend compte finalement que les Parisiens sont assez chanceux avec un pass Navigo à 75 €. On a entendu les prix à Londres notamment. Ça fait 2 ans maintenant que le prix du pass Navigo augmente. Il était à 70, puis désormais 75 €. Est-ce que ce sera encore le cas du coup l'été prochain pour peut-être aussi rattraper la moyenne européenne? Alors, je m'engagerai évidemment pas là-dessus, d'abord parce que c'est pas ma compétence. C'est pas votre sujet, mais en revanche, ce que je trouve intéressant dans le reportage qui a été fait, c'est que c'est vraiment l'application de l'adage. Quand je me regarde, je me fais peur. Quand je me compare, je me rassure. Et c'est ce que j'apprécie dans cette dimension européenne, c'est finalement d'avoir de la curiosité pour regarder comment ça se passe ailleurs. Et en réalité, on voit bien, on peut trouver 70, 75, 80 €. On peut se dire que c'est cher. Oui, c'est cher. Mais au regard du service, c'est toujours le débat, si on estime que le service le vaut ou pas. Mais ce que je trouve très important, c'est de bien faire comprendre aux Franciliens que des investissements, un service, ça a un coût. Et qu'on ne fait pas partie de ces gens qui, comme un certain ancien président de la République, François Hollande, pour ne pas le nommer, disait c'est pas cher parce que c'est l'État qui paye. C'est une hérésie. C'est-à-dire que ces services-là, ces investissements-là, il faut les payer. Il y a un équilibre économique à trouver. On sait très bien que forcément, ça va devoir encore augmenter le pass Navigo, mais de façon finalement logique. Alors c'est pas de manière forcément de manière aussi automatique que vous le dites. Simplement, il faut se rendre compte qu'il y a un coût d'équilibre. On savait très bien, quand la majorité précédente a voté le pass Navigo à tarif unique au tarif initial, que ça crée immédiatement un trou d'air de 300 millions d'euros par an. 300 millions d'euros par an, et c'est le trou qu'on a trouvé qui n'était pas comblé. Donc le souhait de Valérie Pécresse, c'est évidemment de continuer les investissements qui sont faits sur les transports, son plan d'urgence, parce que je vous rappelle que vous avez la quasi-totalité des matériels roulants qui sont rénovés, ou qui sont neufs, 700 rames exactement, et puis le pass Navigo à tarif unique, d'abord est maintenu. Ensuite, il a augmenté, mais c'est pour garantir justement cette qualité de service. Merci Stéphanie Van Heuve d'avoir participé à ce 7-8 Europe. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France en charge des affaires européennes. Merci aussi aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles pour cet enregistrement. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et la commenter sur nos réseaux sociaux TV78. La semaine prochaine, vous retrouverez le 7-8 politique.